Merci de votre présence pour ce 7e webinaire de patrimoine nucléaire et climat portant sur le rapport de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Antoine Armand, Raphaël Schellenberger, messieurs les députés, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors je commence par ordre alphabétique. Antoine Armand, vous êtes député de la 2e circonscription de la Haute-Savoie. Absolument. Auteur de la commission d'enquête évoquée. Raphaël Schellenberger, vous êtes député de la 4e circonscription du Haut-Rhin, celle de Fessenheim. C'est ça. Et président de cette commission d'enquête. Messieurs, tout d'abord, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter ? Je m'appelle Antoine Armand, j'ai 31 ans. Je travaillais avant d'être élu député au ministère de l'économie et des finances, où j'ai notamment eu l'occasion de travailler sur des sujets de politique industrielle et de souveraineté. Et je suis, depuis juin dernier, député de Haute-Savoie et notamment d'Annecy. Ça parlera à certains adhérents de PNC. Donc Raphaël Schellenberger, j'ai 33 ans, je suis député du Haut-Rhin depuis 2017. Avant ça, j'avais un parcours dans l'administration locale et en des mandats locaux dans un territoire qui est un territoire très industriel, qui est le berceau d'une partie de l'industrie française, notamment avec Mulhouse. Une bonne part de l'histoire industrielle française s'est construite à Mulhouse et cette sensibilité est très présente dans le territoire. Ce qui peut expliquer cette préoccupation au-delà de la question de Fessenheim qui est dans la circonscription pour les sujets énergétiques et industriels. Merci à vous. Tout d'abord, je vais vous rappeler le déroulé du webinaire. D'abord, je vais adresser quelques questions, dites questions principales à nos invités, dont les questions de la boîte en question que vous nous avez adressées. Et puis, c'est vous qui pourrez interagir et échanger avec les députés ici présents via les questions que vous pourrez nous poser via le chat. Alors tout d'abord, question principale, au terme de près de 150 heures d'audition et de 5000 pages de contributions écrites recueillies, après une dizaine de déplacements du rapporteur sur des sites énergétiques et une cinquantaine d'auditions techniques complémentaires, les remous provoqués par les travaux de commission que vous avez animés sont encore sensibles. Donc première question, messieurs, comment se doter d'une ambition énergétique pour les 30 prochaines années ? Également, comment l'adapter scientifiquement et industriellement à cet horizon et intégrer pleinement l'augmentation de la consommation d'électricité ? Alors, plusieurs choses. La question est vaste, je ne sais pas si on répondra à tout. Les remous, je ne sais pas. Moi, je vais d'abord poser ça. Je pense que notre commission d'enquête a fait beaucoup de bien à la filière énergétique, qui a pu verbaliser un certain nombre de choses qui étaient des non-dits pendant une décennie. On n'a rien appris pour tous ceux qui suivaient de près les questions énergétiques depuis un certain temps, mais les choses ont pu être dites publiquement. Et sur les orientations actuelles, moi, j'ai pas le sentiment qu'on ait changé quelque chose à un mouvement qui avait commencé un peu avant notre commission d'enquête. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que le fait de la publicité de ces travaux, le fait de l'audience de ces travaux, le fait de toutes les itérations qui sont venues par la population y compris, fait que le mouvement a été sûrement amplifié et accéléré. Et c'est bien la préoccupation qui est la mienne aujourd'hui, la nôtre, je pense, c'est amplifier et accélérer le mouvement encore. Comment ? C'est ce qu'on met dans notre rapport, en se préoccupant d'abord de notre capacité à faire, c'est-à-dire de notre capacité industrielle. Ça ne sert à rien de faire de la politique en prononçant des mots si on ne sait pas assurer de la logistique et de la capacité à mettre les décisions en œuvre. Ça veut dire penser la filière dans son ensemble, penser les outils de construction des outils de production, c'est-à-dire la filière industrielle. Voilà, donc la préoccupation du politique aujourd'hui, plutôt que d'être sur est-ce que c'est X%, est-ce que c'est Y% de telle ou telle énergie, elle doit être de dire qu'est-ce qu'on est capable de produire. Voilà, c'est ce changement de paradigme qu'on appelle nous. Oui, je partage pleinement et je crois qu'effectivement, d'abord, les menaces de coupure de l'été dernier, le risque, l'impact sur les prix ont conduit aussi à éveiller l'attention. La prise d'initiative du groupe Les Républicains, la commission d'enquête ont quand même permis, comme mon collègue l'a dit, de mettre les choses sur la table. Et je partage l'idée qu'on a surtout rassemblé beaucoup de choses qui ont pu être dites, pensées, mais parfois tues pendant des années, et que ça a une utilité en soi et ça a une existence qui nous dépasse, qui nous appartient pas et qui mérite d'être mentionnée telle qu'elle. Je pense que ce qui compte aussi maintenant dans l'ambition énergétique, je partage pleinement l'idée de dire qu'il faut savoir faire et pas savoir dire uniquement, c'est qu'on a devant nous en fait 3 horizons temporels. Le premier, il court jusqu'à 2030-2035. C'est un monde dans lequel, à part Flamanville 3, on n'ouvrira pas de nouvelles centrales nucléaires, on n'ouvrira pas de nouveaux réacteurs nucléaires.
Donc dans cette période, on a besoin de faire deux choses simultanément. On a besoin d'accélérer sur les énergies renouvelables en réduisant leur intermittence et assurer notre sécurité d'approvisionnement par tous les moyens, d'une part, et d'autre part, on a besoin de préparer l'immense chantier qui est celui de la relance de notre production nucléaire. Et ça passera pas forcément par la loi, ce sera pas forcément du réglementaire, ce sera une mobilisation de toutes les entreprises de la filière, une capacité à suivre le chantier et à ne pas reproduire les errements du passé. Et je pense qu'on peut quand même se dire collectivement, surtout entre amis du nucléaire, que si le chantier de Flamanville avait été mieux guidé et mieux mené, on aurait pu prendre de meilleures décisions plus tôt et on aurait moins subi. Et puis il y a le deuxième horizon qui est celui de 2035 à 2050. Ça, c'est le moment de la mise en service de nouveaux réacteurs nucléaires. D'abord, ça nécessite de tenir ces délais. C'est évidemment un moment clé parce que c'est un moment où on passe de la première paire à une forme de série industrielle, une sorte de retour à une capacité nationale de produire de l'énergie, de la capacité de production non intermittente, pilotable et décarbonée. Et puis, il y a un dernier horizon auquel on tient beaucoup, on en parlait avant de commencer ce webinaire, c'est après 2050. Parce qu'au fond, ce qui nous intéresse, c'est de réindustrialiser le pays, pas d'atteindre une stratégie nationale bas carbone qui a toute son utilité climatique, mais qui ne s'arrête pas en 2050, qui commence en 2050. Et donc, avoir l'appareil industriel énergétique qui permet de soutenir notre ambition d'avoir, sur tout notre territoire, comme on l'a eu il y a des années, de l'industrie, pas 10, 12 ou 14% d'industrie dans le PIB, un changement d'échelle qui nous permet de revenir à un terme de souveraineté qui a vraiment tout son sens. Donc je pense que c'est ces trois horizons qu'il faut qu'on arrive à ramasser et puis à travailler avec chacun des niveaux d'adéquation de travail, d'industrie, de logistique aussi, et puis de capacité à se projeter dans les nouvelles technologies. Merci. Donc, je vais rebondir sur ce que vous avez dit concernant le savoir-faire. Je vais prendre justement l'une des propositions de votre rapport. C'est comment réintégrer la Direction générale de l'énergie au sein du ministère en charge de l'industrie et repenser notre doctrine de sécurité d'approvisionnement. Et vous savez, quand on a posé cette question à Nicolas Sarkozy, président de la République, qui à l'époque a permis cette fusion, il n'a pas trop répondu à la question et il a fini en disant « Je sais que ce n'était pas votre question, mais c'est ma réponse ». Je pense qu'il y a collectivement la reconnaissance du fait que ce n'était pas la meilleure idée de politique industrielle et d'organisation administrative qu'on ait eue depuis le début. Mais au fond, je fais cette proposition, on l'a fait parce qu'elle nous paraît évidemment indispensable dans la logique générale de l'État et de l'administration. Je pense qu'elle prendra du temps à être exécutée si on décide de la mettre en place. Ce qu'il faut réaliser, c'est quelque chose de plus important, de plus profond et donc de plus grave. On a auditionné, je crois que c'était parmi nos toutes premières auditions, les responsables administratifs, enfin les responsables dans l'administration, le ministère de l'énergie en charge de l'énergie, de l'industrie. Et on leur a posé tour à tour, d'ailleurs l'un et l'autre, la question de savoir comment ils mesuraient nos dépendances. Nos dépendances en approvisionnement en matières critiques, notre dépendance à certains composants clés pour construire telle ou telle capacité de production. Et ils nous ont dit avec beaucoup d'humilité et de lucidité qu'ils ne mesuraient pas et qu'en fait on mesurait très peu. Et ça traduit quelque chose de très fort, c'est qu'en fait l'État s'est progressivement désarmé dans sa stratégie industrielle. On n'a pas d'abord eu le réflexe souverain, le réflexe de la stratégie industrielle. Donc au-delà de la question de l'organisation administrative, c'est la responsabilité des politiques de se demander au quotidien quelles sont nos dépendances, comment je les mesure, comment je les réduis. Moi je pense que si y a un fil rouge qui sort de nos travaux et qui dépasse la question énergétique, d'ailleurs on parle beaucoup d'industrie dans notre rapport, plus largement, pas seulement d'énergie, parce que c'est un sujet d'ensemble, c'est qu'il faut qu'on change de logiciel pour aller vers un monde où on produit et pas seulement vers un monde où on gère. Et c'est vrai pour les matières premières, avec un appel dans nos propositions à faire un nouvel inventaire minier. C'est vrai pour la question énergétique, c'est vrai pour par conséquence pour la réindustrialisation du pays. Et pour ça, il faut que le logiciel de l'État change. Parce que le logiciel de l'État, finalement, si le pas de 30 ans est juste, c'est le changement de paradigme du logiciel de l'État où on s'est mis dans la logique où on allait administrer des biens plutôt que les produire et être dans une logique de croissance. C'est ce logiciel qu'il faut changer, y compris sur le plan énergétique. Et ça se traduit à la fin comme une petite injonction à créer du débat aujourd'hui, y compris avec mon collègue Antoine Armand, sur des propositions
intéressantes, mais parfois mal ficelées, comme par exemple la question de la fusion de la SN et de l'IRSN. Pas revenir sur l'histoire de cet amendement maladroit dans le cadre de l'étude du texte sur l'accélération du nucléaire, mais c'est ce que je disais à Antoine, c'est ce que j'ai dit à la ministre, on doit changer de logiciel. On a créé un système de sûreté nucléaire qui a pour vocation de gérer le patrimoine et de le gérer avec des exigences croissantes en matière de sûreté. Ces exigences croissantes en matière de sûreté, elles sont saines. Par contre, les objectifs changent. Aujourd'hui, on va passer dans un monde où l'objectif du système ne sera plus d'accompagner la gestion, voire l'extinction, mais bien d'accompagner la création de nouveaux moyens de production, d'accompagner des projets nouveaux. Et pour ça, notre système administratif n'est pas organisé de la bonne façon. Donc, il faut réorganiser le système administratif pour cela. C'est vrai pour les services de l'État, les directions des ministères. C'est vrai pour les intitulés des ministères. C'est parce que ça commence souvent par là, dans l'affichage. C'est vrai aussi pour les organes autonomes et de contrôle qui n'auront plus la même mission demain. Assurer prioritairement la sûreté, oui, mais pas forcément dans un mode simple de gestion, mais dans un mode de projet et de production. Concernant la mise à jour du logiciel et les mises à jour, le travail de la commission, il est remarquable et il y a une synthèse et de nombreuses recommandations qui sont pragmatiques et pertinentes. Mais aujourd'hui, comment peut-on s'assurer qu'il y ait un suivi, notamment de l'Assemblée nationale, je pense notamment à l'OPEX, et de la mise en œuvre de l'ensemble de ces recommandations, et que ce rapport ne rejoigne pas une cohorte de rapports enterrés? C'est toute la difficulté à laquelle je pense qu'on est tous les deux sensibles. Moi, je veux dire quelque chose. D'abord, je me satisfais qu'on ait pu faire un vrai travail parlementaire. Où on a laissé un peu les étiquettes et les fanions en poche et on est allé au fond des choses sans savoir si Antoine avait face à lui un candidat Les Républicains, si j'avais face à moi une candidate Renaissance, et en essayant de travailler d'abord pour l'intérêt du pays. Je crois que ça, c'est quelque chose qui a profondément marqué les choses. Et aujourd'hui, je crois qu'on est encore dans cette logique-là, où le sujet, c'est pas d'aller chatouiller la ministre en charge de l'énergie. Vous ne m'entendez pas toutes les semaines la critiquer à la radio, mais plutôt d'aller s'assurer que les déclarations d'intention qui sont faites, qui par le président de la République, qui par la ministre chargée de l'énergie, qui de temps en temps par un ministre à Bercy, elles soient suivies des faits. Et je crois que ça, c'est des préoccupations qu'on partage. Après, il est vrai qu'en la matière, les moyens à disposition du Parlement, ils ne sont pas illimités. Et une fois qu'on a fait une commission d'enquête qui a eu l'audience qu'elle a eue, c'est difficile de trouver quelque chose d'aussi punchy. C'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. On aura un certain nombre de rendez-vous législatifs, je l'espère. Je crois qu'on a aussi acquis une forme d'autorité politique sur ces sujets-là, qu'il faut qu'on mette au service de ce projet-là, qu'il faut savoir mettre au service prudemment, sans trop parler non plus, et parler au juste moment pour faire avancer les sujets, pousser les points de fragilité, rester à l'écoute de la filière pour accompagner toute cette filière industrielle. Moi, c'est un questionnement, c'est le questionnement que je me pose depuis même avant la fin de la commission d'enquête. Comment transformer l'essai? Je vous assure que ce sera ma préoccupation pendant tout le mandat. Maintenant, on aura des outils au fur et à mesure de l'actualité, au fur et à mesure des rendez-vous. Il faudra qu'on sache les saisir. Plusieurs choses en complément parce que je partage vraiment tout ce qu'a dit mon collègue. Juste rebondir sur la dimension du travail parlementaire qui évidemment a pu avoir lieu parce qu'il y avait une entente intellectuelle et de travail entre le président et le rapporteur, mais au-delà parce qu'on était plusieurs quand même dans cette commission d'enquête de tous bords politiques à être assidus, à travailler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 150 heures, on a monté en compétences collectivement et donc on a commencé à partager un diagnostic. Ça n'a pas éludé les différences entre les uns et les autres en fonction des bords, changé ce qu'on pensait, au contraire. Mais ça a simplement permis de se consolider ensemble sur un certain nombre de sujets. Et donc, c'est utile pour le Parlement, pour nous, à moyen terme. Ensuite, sur le suivi, je partage la préoccupation, et ça doit être notre préoccupation de parlementaire engagé sur un tel sujet, de faire le suivi et d'aller régulièrement demander des comptes à notre gouvernement. Vous savez que le Parlement, il vote la loi et il contrôle l'action du gouvernement. Et derrière ce mot « contrôle », on peut mettre quelque chose de très faible,
où on peut mettre un contrôle attentif. Et parmi les dimensions de ce contrôle, de cette réflexion, de ce suivi des recommandations qui ont été formulées dans le rapport, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, et on le voit au quotidien avec les différents textes de loi, avec les revendications aussi des secteurs industriels, énergétiques, c'est qu'une des principales recommandations du rapport, c'est de penser le temps long, puisque c'est le temps industriel. Mais le temps politique et le temps économique, eux, exercent sans cesse une pression pour prendre des petites décisions qui dévient légèrement de la ligne. Ah, on va peut-être décaler de quelques mois le lancement de telle concertation, on va peut-être finalement ne pas aller aussi loin qu'il faudrait. Et en fait, c'est tous ces petits décalages qui, au bout de 5 ans, de 10 ans, produisent une différence gigantesque et font qu'on est capable ou non de lancer un très grand programme industriel qui aboutit. Et c'est là-dessus que l'on peut et qu'on doit, je pense, exercer une vigilance particulière. Merci beaucoup. Maintenant, on va attaquer un autre sujet. Un sacré morceau, c'est le cadre européen. Le marché européen de l'énergie, c'est comment réformer ce marché, quelles doivent être les priorités de la réforme évoquée, et surtout, peut-on donner un nouvel élan au traité Euratom ? Ah, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire sur le traité Euratom. Je pense que l'ambition originelle du traité Euratom, elle était double. Elle était bien sûr, en 1957, elle était bien sûr d'acter, comme on l'avait fait avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, d'acter une forme de rapprochement, d'indissociabilité, d'être ensemble sur des travaux tels qu'on ne pouvait pas se séparer ou se faire la guerre, mais c'était aussi de se dire comment est-ce qu'on passe à une échelle européenne pour défendre une forme d'autonomie stratégique. Bon, ce traité s'est progressivement vidé de sa substance. Moi, ce que j'observe, c'est que la ministre Agnès Pannier-Runacher, quand elle a réuni une dizaine de pays favorables au nucléaire, le premier réflexe qu'on a tous eu, c'est dans le monde européen, à Bruxelles, tout ça n'aura pas beaucoup d'espace. Et en fait, si, parce que vous avez des pays qui croient au nucléaire, des États membres qui croient au nucléaire, mais qui n'ont pas eu le lieu d'instance d'expression et qui collectivement ont été muselés, ce serait fort, mais en tout cas, par leur silence, ont pu nous donner l'impression que la messe était dite au niveau européen et qu'à Bruxelles, on défendait les énergies renouvelables contre le nucléaire, comme de très nombreux partis politiques ont joué l'opposition entre deux types d'énergie décarbonée, et comme on a pu passer des dizaines d'années à se tromper de sujet, c'est-à-dire savoir comment on allait produire une énergie décarbonée plutôt que de lutter contre les énergies fossiles. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Le cadre européen, le marché européen, il a montré avec une très grande violence ses limites industrielles, économiques, financières. Ça vient évidemment du fait que l'énergie n'est pas un bien comme un autre. Ça vient du fait qu'on a nous-mêmes signé, en bas à droite, les différentes personnalités qu'on a auditionnées l'ont reconnu, que c'était un pis-aller, un compromis, qu'on aurait dû 2 ans après évaluer, actualiser le tarif de l'Arenh, puis 4 ans après s'interroger sur les concessions hydroélectriques, etc., etc. Bref, cette succession de petits renoncements, qui conduit à une dérive et dont les résultats sont évidemment fort douloureux. Ensuite, là, il y a une proposition de la Commission européenne qui a été faite sur le marché européen et sur laquelle nos amis allemands, contre laquelle nos amis allemands luttent vigoureusement. Pour une raison simple, si vous me passez l'expression, c'est parce que ce que nous proposons en tant que Français, c'est pas une histoire de clivage politique, ce que nous proposons, c'est que nos prix nationaux reflètent les coûts de production nationaux. Ce qui, pardon de le dire, ne me paraît pas complètement délirant. Et que l'avantage compétitif construit au gré des décennies par la France, avec son volontarisme nucléaire, sa capacité à faire, eh bien que cet avantage demeure. Et il n'y a pas de raison, au fond, qu'on paye l'électricité au prix du gaz allemand lorsque nos réacteurs fonctionnent. Parce que je le dis quand même en passant, la crise de l'année dernière vient aussi de la faible disponibilité du productible nucléaire. Donc c'est cette ligne de conduite qu'il faut qu'on poursuive. Nos prix, nos coûts, notre appareil de production. Et au fond, cette demande, elle est extrêmement légitime et on n'a pas à en rougir. Et il faut au contraire en faire une ligne rouge pour ne pas retomber dans les errements des dernières décennies. Ouais, mais d'abord, il y a une question d'approche de la question européenne. Je ne sais pas si c'est par paresse, par non-envie de s'y engager. On a pu considérer en France qu'il y avait une ligne européenne. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de ligne européenne. L'Europe, c'est un espace de règlement des conflits entre nations sur le plan politique. Mais ça veut dire qu'il faut s'engager pour défendre des positions. Et de ce point de vue-là, la faiblesse de la France, ça a été de ne pas s'engager, notamment dans la dernière décennie, pour défendre des positions. Et c'est là qu'il y a eu des erreurs.
Moi, je regrette qu'on n'ait pas... l'Europe n'est pas quelque chose de rigide, de fixe, c'est quelque chose, au contraire, d'extrêmement mouvant. Et c'est en ça, d'ailleurs, peut-être qu'on a plus de mal, Même l'essence du droit européen, c'est même l'essence du droit européen, et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à le comprendre d'un point de vue français, où l'État français est quand même une structure beaucoup plus rigide que les instances européennes, et les instances européennes nécessitent de la part des États beaucoup plus, finalement, de flexibilité, de réactivité dans leurs approches. Et du coup, j'ai un regret, c'est-à-dire qu'on n'a pas profité de la crise de cet hiver pour maximiser la défense de nos intérêts et peut-être aller plus loin dans ce qu'on demandait et surtout plus vite dans les changements de paradigme qu'on a demandé à l'Europe. Maintenant qu'un certain nombre de choses se rétablissent, alors, peut-être que temporairement, mais c'est plus difficile de défendre au niveau européen le fait qu'on souhaite casser un certain nombre de règles qui sont malsaines parce qu'elles ne sont pas attachées à du réel, pas attachées à des contraintes. Je disais en blague parfois dans la commission, Bourdieu, ça marche très bien pour les faits sociaux, ça marche moins bien pour la physique, quoi. Voilà. La déconstruction des règles physiques, ça n'est pas quelque chose qui est faisable. Les sciences dures, je vais peut-être pas me faire des amis en les appelant comme ça, mais elles ont quand même une différence dans la démarche et leur solidité que les sciences sociales. Premier élément. Deuxième élément, Antoine l'a dit, la crise de cet hiver, faut pas non plus qu'on la décontextualise au niveau français. Le problème, c'est que le système français, il est fait pour être structurellement exportateur et qu'à partir de là, finalement, dans l'intérêt propre des Français, maximiser le coût de vente de l'électricité quand on est structurellement exportateur, c'est plutôt bon pour notre porte-monnaie. Manque de bol, on a dû importer cette année, on a dû importer énormément, et comme on n'a pas prévu d'importer en France, on n'a absolument aucune raison, à part peut-être sur des rythmes infrajournaliers pour arranger le réseau, on n'a a priori en France pas de raison d'importer. Donc on n'a pas de raison en France de contracter, comme l'ont fait d'autres pays, du contrat d'approvisionnement à long terme en hiver. Normalement, on exporte. Normalement, c'est nous qui bénéficions de ce système. Et en fait, le truc s'est renversé contre nous. Alors, voilà, c'est des erreurs qui se sont faites de façon successive, parfois parce qu'on était un peu trop présomptueux, parfois parce qu'il y a des choses qu'on n'imaginait pas dans l'évolution du réseau, et parfois parce qu'on a oublié d'actualiser nos règles en fonction de l'évolution de la réalité. Alors, comment on en sort et on avance en revenant aux faits et au concret. Moi, je me réjouis qu'Agnès Pannier-Runacher ait réuni un cercle de dirigeants européens favorables au nucléaire. Ça avait déjà été le cas par le passé. Éric Besson l'avait déjà fait. Ça revient, tant mieux. Maintenant, je pense que l'Europe va beaucoup bouger et va de fait revenir sur des positions françaises pour être aux frontières de l'Allemagne, pour aller de temps en temps voir comment ça se passe en Allemagne. Le discours sur le terrain est très différent de ce qu'on entend dans les plus hauts cercles du pouvoir allemand. Et aujourd'hui, le terrain redevient favorable au nucléaire. D'ailleurs, on a vu les prémices de ce débat quand, à l'aune de l'arrêt des derniers réacteurs cet hiver, quelques voix se sont élevées en Allemagne pour dire mais peut-être qu'il faudrait finalement les maintenir ouverts. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a encore 5 ans en Allemagne. Donc on a un changement qui est en train de s'installer. De toute façon, la prise de conscience de la nécessité d'une meilleure maîtrise des flux stratégiques à l'échelle de l'Europe qui est créée par la guerre en Ukraine, elle va complètement changer le jeu à ce niveau-là, complètement. Alors après, il faut faire entendre, et il faut peut-être qu'on soit en mesure d'avoir des discussions apaisées au niveau européen. Bah oui, il y a des filières qui seront des filières françaises, il y a des filières qui seront des filières allemandes. Il ne viendrait pas en France l'idée de construire une filière industrielle de la machine-outil. On n'en a pas les compétences, ça serait beaucoup trop lourd à construire et à structurer. C'est la filière allemande, et que la filière des réacteurs de production d'énergie concentrée soit une filière française. En quoi est-ce que c'est choquant? Voilà. Donc je crois que c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on sache se dire à l'échelle européenne. Le traité Euratom est un beau traité qui nécessiterait sûrement peut-être d'être remis aujourd'hui au goût du jour, des évolutions techniques, des évolutions stratégiques, des nouveaux usages
de l'électricité et du nucléaire, et du fait que le nucléaire pourra demain ne pas servir qu'à l'électricité. Et je pense qu'on a là de beaux défis. Moi, je reste optimiste. De toute façon, on n'a pas de salut en dehors de l'Europe. Voilà. Ça, c'est une conviction profonde. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Europe. On a l'obligation de réussir notre discussion européenne. Parfait, une transition parfaite pour la question suivante. Messieurs, je vais faire appel à votre sens politique. Que faut-il attendre des prochaines élections européennes et comment peut-on faire du thème de l'énergie un marqueur clé pour ces prochaines échéances européennes? C'est une question très délicate en réalité parce que vous avez à la fois, si on brosse rapidement le tableau, vous avez à la fois des pays qui sont farouchement antinucléaires, et quand je dis farouchement, dans le cas de l'Autriche, c'est constitutionnel, donc c'est identitaire, c'est très fort. Et donc, c'est délicat d'entrer sur ce terrain-là. Vous avez d'autres pays dont la croissance, le développement, la situation géographique plaident pour garder des moyens thermiques pilotables et qui n'auront pas la même capacité à accélérer sur la décarbonation. Vous avez des pays qui sont beaucoup plus preneurs qui vivent d'hydroélectricité en partie. Puis vous avez des pays qui ont misé beaucoup sur le renouvelable, étant entendu qu'ils n'ont pas encore démontré la faisabilité en pratique d'avoir une très grande proportion de renouvelables dans leur réseau, et que donc la partie pilotable, si elle n'est pas nucléaire et thermique, est donc très carbonée. Et je ne rappelle pas les différences qu'on peut observer facilement sur Internet dans les empreintes carbone entre les différents pays pour l'électricité, quelle que soit l'heure ou le jour de la nuit, l'heure de la journée. Et effectivement, quand vous prenez la nuit, c'est encore plus flagrant. La nuit, avec un anticyclone, c'est assez flagrant. Une fois qu'on a dit ça, je partage l'ambition européenne et l'idée de c'est effectivement un espace de résolution des conflits. Je le dis d'autant plus que les traités européens prévoient que la compétence énergie est du ressort des États. Donc, ce que je dis n'est même pas... ce que je dis, c'est purement le respect littéral des traités. C'est la subsidiarité qui s'applique pour les politiques énergétiques. Donc, ce qui, à mon avis, est important, en revanche, d'appliquer comme marqueur de campagne et de politique énergétique au niveau de l'UE, c'est ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est l'idée qu'il n'y aura pas de salut sans l'Europe, et que donc il faut une autonomie stratégique industrielle européenne, et que l'électrification et la décarbonation de nos mix énergétiques conduisent à un certain nombre de défis extrêmement lourds qui seront plus gérables au niveau européen. Typiquement, en ce qui concerne les matériaux critiques ou la capacité à électrifier nos usages. Ça passera par des terres rares, ça passera par des matériaux critiques pour lesquels nous devons diversifier notre approvisionnement et ne pas croire qu'on aura toutes les matières, toute la disponibilité des composants en France, et donc viser une répartition intelligente au niveau européen. Voilà un sujet qui d'ailleurs a fait l'objet projet d'intérêt commun européen, la question des batteries, idem. Ce sont des sommes tellement importantes, une masse critique tellement forte, nous avons besoin de la penser à l'échelle européenne. Donc je pense que nous avons intérêt, comme souvent au niveau européen, à partir du plus petit dénominateur commun pour avancer sur des sujets industriels, mais rester très ferme. Et de toute façon, je pense que les électeurs français, dans leur écrasante majorité, quel que soit leur bord politique, auront de cette légitime demande de rester très ferme sur le fait que le mix énergétique et la politique énergétique restent en France. Et la bataille qui a lieu encore aux heures auxquelles on se parle sur la directive des énergies renouvelables montre que... Absolument, la directive montre qu'à Bruxelles, rien n'est technique. Rien n'est technique. Si c'était une discussion technique, certains de nos partenaires qui ne sont pas d'accord avec nos quelques propositions s'en accommoderaient. La réalité, c'est que si on refuse de voir apparaître le mot nucléaire ou énergie bas carbone et qu'on veut absolument le mot énergie renouvelable hors nucléaire, c'est qu'il y a derrière un choix souverain qui dépasse le cadre européen. Je reviens à la question, je me souviens bien, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre des élections européennes? Exactement. Moi, j'espère... je vais faire une réponse politique. Non, mais finalement, un des partis pris de notre rapport, c'est de dire que les politiques fassent de la politique et ne se mêlent pas de choix techniques. Réduire la part de l'écologie politique dans l'hémicycle européen. Aujourd'hui, ce qui nous rend aveugles dans notre capacité à réussir le défi de la décarbonation, c'est le dogme de l'écologie politique, qui n'est plus un courant de pensée politique qui se bat
en faveur de l'environnement, mais qui est devenu un courant de pensée politique qui se bat contre l'homme. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'espère du débat européen, c'est que à l'occasion des élections, il y a un vrai débat politique sur la place de l'homme, son rapport dans l'environnement et sa capacité, par la technique, par le progrès, à réparer les impacts qu'il a lui-même créés sur la planète. Moi, je souhaite qu'il y ait réellement ce débat et qu'on puisse, avec un certain nombre de partis de gouvernement, défendre des lignes ambitieuses en matière de décarbonation, de réindustrialisation de nos territoires et démontrer que c'est en construisant des retenues d'eau, en construisant des centrales nucléaires, en construisant, en relocalisant sur la plaque européenne des industries stratégiques que nous favoriserons notre engagement contre le réchauffement climatique. Voilà. Moi, ce que j'attends du débat européen, c'est juste ça. C'est correctement de la politique sur le sujet qui aujourd'hui préoccupe tous les jeunes. Je rebondis quand même parce que comme mon collègue a ouvert la fête, je voudrais aussi y participer. Parce que non, mais ce que dit mon collègue est très juste et malheureusement on l'observe dans tous les domaines et à tous les niveaux. Alors, un exemple au niveau européen, il y a 180 ONG qui ont signé une tribune pour demander l'arrêt de tout projet d'hydroélectricité en Europe. Enfin, quiconque a un tout petit peu étudié les sujets énergétiques voit bien que dans le genre énergie renouvelable, ça se pose là. Les écologistes politiques à l'Assemblée ont voté contre. Enfin, en réalité, ils ont fait plus que voter contre. Ils se sont égosillés contre le projet de loi accélération sur des procédures pour installer une nouvelle centrale nucléaire et ils se sont abstenus et une partie de la gauche de l'hémicycle a voté contre la loi d'accélération pour les énergies renouvelables parce que les enquêtes environnementales n'étaient pas assez poussées et qu'on n'avait pas assez voté sur la couleur des volets, etc. Bon. Donc on voit très bien la logique qu'expliquait mon collègue, c'est qu'en fait, ce ne sera jamais assez pour ces gens-là. Parce qu'au fond, derrière, c'est l'anticapitalisme. Et en fait, derrière l'anticapitalisme, c'est la décroissance. Et ce qu'ils n'ont visiblement pas intégré, et c'est là leur contradiction majeure, on l'a dit souvent, tu l'as dit souvent, c'est que la décroissance, c'est la fin de notre modèle social tel qu'il existe. C'est la fin de ce régime de retraite par répartition, la fin de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que nous sommes dans un monde où les richesses que nous nous sommes redistribuées, ce sont des richesses que nous avons créées. Et oublier ça, c'est entraîner tout le monde dans une spirale catastrophique. Donc surtout, ne nous laissons pas avoir par les leçons de morale et leçons d'écologie qu'on reçoit à tout instant, qui n'ont pas franchement eu des résultats extraordinaires ni en Europe ni en France. Le monde a changé de ce point de vue-là. Fallait pas nous lancer. Je crois que on peut laisser à l'écologie politique le mérite d'avoir peut-être pointé un sujet qui aujourd'hui plus que jamais est problématique. Peut-être avant d'autres partis politiques, quoique. Je crois que depuis les années 70, tout le monde a intégré la question de l'écologie dans son logiciel politique. Je ne rappellerai pas pour ma famille politique un certain nombre de positions historiques, qu'elles soient celles de Giscard, qu'elles soient celles de Jacques Chirac, etc. Mais aujourd'hui, on a plus que jamais besoin d'avoir un vrai débat sur ce sujet. Et le monde a changé en l'espace de 4 ans pour 2 raisons. La compréhension que la mondialisation emmenait autre chose que l'amélioration du confort. La crise du Covid, qui a changé un certain nombre de paradigmes, et qui en plus a emmené avec elle la démonstration que la décroissance n'est pas suffisante pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est une démonstration qui a été faite à l'occasion de la décroissance mondiale liée au Covid. Elle n'est pas suffisante, la décroissance, même en respectant les projets les plus ambitieux des partis politiques décroissants pour lutter contre le changement climatique. Il faut donc mettre la création de richesses au service de la décarbonation, au service de la lutte contre le réchauffement climatique, plutôt que supprimer la création de richesses et penser que ça suffira à lutter contre le réchauffement climatique. Et puis la seconde chose, c'est la nécessité de maîtriser son destin. Et la crise démocratique dans laquelle on est, elle est intimement liée à cette reprise de conscience. Qu'est-ce que nous disent les gens aujourd'hui ? Finalement, les politiques, vous discutez, mais ce que vous décidez ne sert à rien, ça ne dépend plus de vous. Puisque ça ne dépend plus de vous, pourquoi est-ce qu'on irait se déplacer aux élections ? Ce qui est une grande partie d'indexation de gens qui indexent leur situation personnelle également sur la situation de l'État. Oui, et parce que l'État, par moment, peut être impuissant en disant « mais finalement, c'est des choses, c'est des flux qui nous dépassent ». Pourquoi ? Parce qu'on a laissé se produire les médicaments à l'autre bout de la planète, parce qu'on a laissé se produire un certain nombre de biens stratégiques
à l'autre bout de la planète et que finalement, c'est nous-mêmes déposséder de notre pouvoir. Et ça, le conflit à la frontière de l'Europe, quand même nous l'a rappelé, qu'aujourd'hui, il y a nécessité à ce que nos États européens, à la maille européenne, parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de cette maille-là, on le voit bien, la complexification technologique, la spécialisation progressive des industries fait que la logique manufacturière de la fin du 19e, elle n'est plus celle de notre temps. Et il y a une telle spécialité dans la production industrielle qu'en deçà de la maille européenne, on n'arriverait pas à disposer d'une forme de souveraineté. Mais il y a à nouveau la nécessité de disposer de cette souveraineté. Et moi je pense que les débats politiques qu'on va avoir dans les années qui viennent sont passionnants parce que on a face à nous et on n'est pas forcément d'accord sur un certain nombre de choix qui sont faits par le gouvernement, mais je crois que de façon générale, on partage une même vision de la place de la France et des stratégies qu'il faut que nous menions, de la place de l'OM dans son environnement. Mais on va avoir des contradictions majeures de la pensée de l'écologie politique qui vont se révéler. Comment peut-on soutenir qu'il n'y a que les flux humains qui peuvent croître et que derrière, tous les autres flux devraient décroître tout en réduisant la création de valeur, tout en étant plus capable de produire des moyens pour accueillir, etc. Enfin, il y a des contradictions majeures qui vont arriver dans le débat politique. Je pense qu'on va avoir de beaux débats politiques. Je pense que l'écologie politique, notamment la française, va s'effondrer. C'est une écologie politique qui a pris le pas en Europe ces dernières décennies, qui n'est pas forcément d'ailleurs... en Allemagne, je trouve que l'approche de l'écologie dans le débat politique est quand même assez différente de ce qui se passe en France. Elle exerce le pouvoir déjà. Déjà, elle exerce le pouvoir depuis longtemps, y compris à la maille locale. Elle a dû finalement revenir dans des logiques plus démocratiques que l'écologie politique française. Et je pense qu'on a un vrai champ de débat dans les années qui viennent. Je crois que le progrès est une réponse à nos problèmes. Et ce sera la ligne de fracture dans le débat politique dans les années qui viennent. Et merci beaucoup pour la franchise de vos réponses. Alors, on va revenir notamment sur la question d'Astrid. Quelle est votre position concernant la montante d'Astrid et pouvons-nous retrouver une place dans le domaine de la 4e génération ? Je serai assez bref parce qu'on l'a décortiqué, on a eu l'occasion d'auditionner à peu près tous les anciens responsables, en tout cas à haut niveau, qui ont eu maille à partir avec la genèse de ce projet, son développement et puis l'arrêt du projet, enfin en réalité le fait de ne pas passer à l'acte de construire. Et donc je serai assez bref là-dessus. Il y a quelque chose qui me marque et qui n'est pas unique dans l'histoire qu'on a retracée, c'est l'idée qu'il y a une faible capitalisation. C'est-à-dire que quand bien même on aurait décidé d'arrêter Astrid, capitaliser sur les connaissances que nous avions accumulées, un peu comme quand on a arrêté Superphénix d'ailleurs, capitaliser sur ces connaissances-là, essayer de les instiller, de les diffuser dans la société civile, dans les entreprises, au sein des organismes de recherche, c'était vital, c'était, j'allais dire, la moindre des choses. Et donc avoir fait le choix, non seulement de ne pas construire le démonstrateur tel qu'il avait été envisagé, de ne pas construire un réacteur de taille plus modeste ou de ne pas capter sur les connaissances et d'en faire autre chose, dans les trois cas, c'est clairement dommageable au développement de la filière nucléaire en général. Et d'ailleurs, les auditionnés nous l'avaient rappelé, à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui même si c'est moins fort, à l'époque l'écologie politique avait pour première cible le traitement du combustible, enfin le retraitement du combustible, le cycle aval et le cycle du combustible en général, parce que c'est une phrase d'Yves Bréchet, l'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, qui est très bonne comme souvent, en tout cas qui est très parlante. Et il disait l'autre jour, le drame en France, c'est que les anti-nucléaires connaissent mieux le nucléaire que les pros. Et d'une certaine manière, les écologistes politiques très tôt ont compris que le cycle du nucléaire était une de nos forces et que donc l'attaquer et l'affaiblir, c'était à terme condamner le nucléaire, ne plus avoir des capacités d'entreposage, de retraitement, ne pas avoir de perspective pour les déchets nucléaires, ce serait dommageable. Donc bien sûr qu'il faut relancer cette ambition. Il y a le plan France 2030 qui a lancé une première phase qui consiste à faire de l'émulation et donc demander à un très grand nombre d'entreprises de réfléchir au sujet. Certains nombres ont été sélectionnés avec des technologies différentes, qu'il s'agisse du plomb, du sodium, du sel fondu même.
je pense que c'est une temporalité qui est importante. Moi, ce que je souligne, on le souligne dans le rapport et je le souligne à nouveau ici, c'est que il faudra qu'on soit à nouveau capable de réfléchir à l'échelle industrielle et que donc c'est très bien d'avoir des projets novateurs, c'est même indispensable. S'ils arrivent à être financés, tant mieux. Mais au fond, on n'est pas tout à fait dans un secteur économique comme un autre. Ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement que des startups se développent, fassent florès et puis aboutissent ou non. Nous avons l'obligation de réussir. Et donc, si j'entends bien qu'on ne fonctionne pas exactement comme dans les années 90, il nous faut d'une manière ou d'une autre une prise de participation, un engagement très fort de l'État, de ses opérateurs, de ses organismes dans la 4e génération et qu'on rattrape aussi le retard qu'on n'aurait pas dû avoir sur sur le cycle du combustible dans la 4e génération. C'est-à-dire qu'on ne pense pas seulement à produire de l'électricité dans un réacteur à neutrons rapides, sodium ou autre, comme on a déjà montré qu'on était capable de le faire, mais aussi réfléchir à notre capacité à préparer le combustible adéquat, à le retraiter pour qu'il revienne. Et en fait, à nouveau, c'est une filière industrielle comme une autre. La seule différence, c'est qu'il y a des questions technologiques qu'on n'a pas réglées. Mais pensons-le dans sa globalité. Ouais, sur l'abandon d'Astrid, pareil, très vite, on est d'accord là-dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la réminiscence d'une pensée politique qui, pendant longtemps, a considéré qu'en France, il suffisait désormais de gérer et qu'il n'y avait plus à apporter d'ambition. L'abandon d'Astrid, c'est l'abandon de l'ambition française. Et on a eu, pendant un certain temps, des gouvernements qui se sont succédés, qui ont considéré que la France n'était plus suffisamment grande pour avoir une voix et une ambition. C'est ce qu'a incarné Édouard Philippe, dans beaucoup de décisions, y compris dans l'abandon d'Astrid. Maintenant, voilà, donc acte, c'est le passé, que faisons-nous ? Moi, je crois qu'on n'a pas perdu les connaissances, bien au contraire, dans le foisonnement de start-up qui aujourd'hui sont soutenues dans le cadre de Plan France 2030, on retrouve quasiment à chaque fois des anciens d'Astrid. La connaissance, elle est là, elle est consolidée. L'enjeu qu'on a, c'est de la mise en œuvre. Pour ça, comment on procède ? Chacun son boulot. On repose, nous, politiques, correctement les objectifs qui doivent être ceux d'un nouveau programme de 4e génération. Sûreté, fermeture du cycle, simplicité de la filière industrielle eu égard aux moyens dont nous disposons déjà, c'est ce que disait Antoine. Et une fois qu'on a dit ça, ok, on peut s'amuser pendant quelques mois à faire encore un peu de compétition, mais après il faut décider. Et comme dans toutes les religions, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, elles sont toutes nécessaires. Mais à un moment donné, il faut en choisir une. Et il faut accepter la règle du jeu. L'État ne pourra pas développer 3, 4, 5 technologies de 4e génération différentes. Il y en aura une. Et bien, on prend le parti d'en prendre une et on avance et on prend le parti de choisir celle qui répond aux objectifs qui auraient été posés par le politique. Que le politique ne se mêle pas de ses choix purement techniques ensuite. Voilà, je posais 3 conditions qui me semblent être les conditions importantes. Il regarde ces conditions, on fait un choix et on le met en œuvre, on l'exécute. Et on ne revient pas en permanence dessus en se disant « mais tiens, finalement on a choisi la filière sodium, mais quand même, est-ce que la plomb ça aurait pas été mieux ? Ouais, mais les sels fondus c'est quand même vachement sympa. » Non, une fois qu'on en a choisi une, on y va, on la rend opérationnelle. Ça n'interdit pas de continuer à réfléchir sur d'autres choses. Mais celle qu'on industrialise, c'en est une, parce qu'on n'a pas les moyens d'en industrialiser plusieurs en même temps. Et merci beaucoup, messieurs. Maintenant, je vais désormais passer aux questions de la boîte à questions que vous nous avez posées. Alors, messieurs, première question. L'Assemblée nationale va-t-elle continuer à s'emparer de sujets souverains de la même manière que votre commission ? Oui, affirmatif, c'est déjà le cas puisque la ministre organise une concertation sur la future loi de programmation énergie-climat qui devrait être examinée et peut-être votée avant la fin de l'année 2023. C'est donc un bon moment. Je pense qu'on aura l'occasion d'ici là de faire vivre notre rapport et ses propositions. Mais oui, l'Assemblée s'en empare et elle s'en emparera de toute façon aussi au gré des projets de loi de finances et de la réforme du marché européen parce que vous l'avez bien compris, la manière dont on réfléchit au prix de l'énergie, à la compétition entre les acteurs et à la capacité ou non de développer de nouvelles installations est intrinsèquement liée au modèle économique qu'on met derrière. Donc l'Assemblée s'en occupe et s'en occupera et on aura d'ici la fin de l'année l'occasion de travailler sur cette loi de programmation qui, je le pense, et c'est très cohérent avec ce qu'on a dit jusque-là, donc on peut s'en féliciter, doit être davantage une loi d'industrie que d'objectifs. Ça veut dire qu'on doit davantage, même si la loi comporte des objectifs parce qu'il se trouve que c'est son rôle,
on doit davantage avoir un débat parlementaire sur le fait de savoir si tel objectif a bien été couvert par des réflexions industrielles, un timing approprié, etc., etc. Et au fond, peut-être qu'à la fin, la loi ressemblera étrangement à une autre loi d'objectifs. Mais si le débat que nous avons eu a consisté à demander, à interroger le gouvernement, les administrations, sur notre capacité réelle à faire, je prends un exemple, notre capacité réelle à faire des SMR en 2033, en 2035, sur les jalons qui vont nous occuper pour avoir une nouvelle paire de PR2 en 2035, sur notre capacité à faire évoluer l'éolien marin posé puis flottant, et notre capacité à atteindre ces objectifs de 18 gigawatts de puissance installée d'ici 2030-35, puis 40 ou 45, comme on l'a dit, à l'horizon 2050. C'est très simple comme question, c'est des réponses difficiles, mais c'est ça notre responsabilité. Quand on parlait de contrôle de l'action du gouvernement, de capacité à co-construire la loi, c'est ça. Donc c'est ça qui va nous occuper dans les prochains mois, et en tout cas, j'y mettrai évidemment toute mon énergie. Je partage. Et de façon générale, la question de la souveraineté sera la question, à mon avis, de cette législature, parce que le contexte mondial, il pousse, encore une fois, Covid, guerre aux frontières de l'Europe, et parce que la question de la remobilisation démocratique ne trouve sa réponse que dans la maîtrise du destin de la nation par ses représentants. Donc la question de la souveraineté, et moi c'est l'ouverture que j'ai faite dans les conclusions de nos travaux, disant on a questionné la souveraineté énergétique, questionnons la souveraineté dans tous les enjeux stratégiques, dans les milieux pharmaceutiques, sur la question agricole, et je crois qu'il y a un vrai sujet en la matière, et ça n'est pas qu'un sujet de savoir quelles sont nos règles d'échange internationales, et est-ce qu'on accepte ou pas de vendre du fromage en Amérique du Sud et de leur acheter du bœuf. C'est une vraie question de maîtrise de nos filières. Est-ce que chaque risque systémique externe nous oblige aujourd'hui à nous poser cette question ? Je vous dis, le monde tel qu'il est devenu, la réflexion démocratique telle qu'elle existe aujourd'hui, la succession des règles qui nous ont quand même très largement désarmés au profit d'objectifs qui étaient sûrement louables, mais qui n'étaient clairement pas complets et qui ont été poursuivis par tout un corpus réglementaire de ces dernières années, un peu naïf, parce que nous pensions que dans notre honnêteté, dans la vision apaisée que nous avions du monde, tout le monde nous suivrait, et on s'est rendu compte qu'on a été les seuls à penser que le monde était apaisé, et un espace où finalement l'histoire était finie, pour ne reprendre que certaines thèses politiques des années 90. On était les seuls à penser ça. Tous les autres n'ont pas pensé ça. Tous les autres se sont préparés à l'autre grande concurrence des thèses du début des années 90. Voilà, il faut qu'on fasse ce chemin. Donc la question de la souveraineté, elle sera au cœur de tous les débats dans les 10-15 prochaines années, je pense. Monsieur, maintenant, je vais faire appel à un autre rapport pour trouver une autre question de la boîte à questions. Le rapport Pisani-Ferry a-t-il vraiment pris en compte l'analyse des faits du diagnostic auquel vous avez contribué ? Il ne répondait pas à la même question. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher à les mettre en lien directement. La question du rapport de Selma Mahfouz et de Jean Pisani-Ferry, elle est double. Elle est d'abord de savoir de combien de financement nous aurons besoin à l'échelle de 2050 pour financer la transition écologique, avec énormément de travail sous-jacent. Je donne un seul exemple qu'on retrouve évidemment dans le financement du nouveau nucléaire, c'est le monde économique et financier dans lequel nous vivons. Si vous devez financer votre développement à 3, à 5 ou à 7%, en fonction de l'environnement macroéconomique, financier, européen ou mondial, vous n'êtes pas tout à fait dans la même situation. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui sont variés pour mesurer quelle est la somme totale d'argent qui est nécessaire. Et d'ailleurs, on pourrait étendre, parce que le rapport le fait, mais évidemment, ce n'était pas son objet principal, donc il ne le fait pas, à la question de la reconversion. Si vous avez des filières entières de l'automobile thermique qui ont vocation à se transformer ou dans l'électrique ou dans des nouveaux moteurs qui sont potentiellement thermiques mais non carbonés, c'est aussi des coûts qu'on ne prend pas forcément en compte. Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, c'est quelle est la somme d'argent public dans tout ça que vous mettez ? Et donc, comment est-ce que vous construisez un partenariat public-privé à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne pour y parvenir ? Et c'est seulement quand vous avez posé toutes ces questions que vous arrivez à ce qui a fait beaucoup l'actualité médiatique, de savoir
s'il faut ou pas un ISF climatique, ce qui, je peux permettre de le rappeler, est un non-sens quand on regarde les échelles dont il s'agit, puisque l'ISF à l'époque rapportait 4 à 5 millions d'euros, 5 milliards d'euros par an. On a aujourd'hui son successeur qui est l'impôt sur la fortune immobilière qui rapporte 2 milliards d'euros, 1 à 2 milliards d'euros. Donc, en fait, il s'agit de 1 à 2 milliards par an. Ce n'est pas du tout l'enjeu de la dizaine de milliards par an supplémentaires ou de la vingtaine de milliards supplémentaires par an qui est nécessaire. Et au fond, on voit bien à nouveau que quand on pose cette question sous l'angle de la justice sociale, on n'est plus dans la question industrielle du financement qui est nécessaire. Mais la question principale du rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, elle est essentielle. C'est celle qu'il va falloir récupérer, si je puis dire, de l'argent public dans tous les domaines pour financer le progrès et la transition technologique qui, comme le rappelait Raphaël, est la seule, en fait, à même d'atteindre nos objectifs décarbonés. Merci messieurs, désormais nous allons passer aux questions du chat. C'est vous qui allez pouvoir poser vos questions et je vois que vous nous en avez déjà posé énormément. Donc messieurs, première question du chat. Le gouvernement actuel ne reconnaît pas que la France, après avoir réduit ses capacités pilotables de 10 gigawattheures, doit de toute urgence reconstituer ses capacités pilotables. Pour l'instant, seul le gaz peut apporter dans les délais relativement courts une alternative. Existe-t-elle ? Ce déni des pouvoirs publics est en contradiction avec ce que fait l'Allemagne qui développe parallèlement des capacités en ENR et 25 gigawattheures de centrales à gaz. Qu'en pensez-vous ? Le défi de l'Allemagne n'est pas tout à fait le même que le défi de la France, puisque l'Allemagne, en suscitant de l'intermittence sur son réseau, est obligée de créer des capacités de secours. Donc moi, je trouve que la fermeture de ces 10 gigawatts est un drame. Ça rapproche à la question qui était posée préalablement sur l'évaluation du risque de rupture, sur l'autonomie électrique française. Mais l'Allemagne construit des moyens pilotables à due proportion de sa construction de moyens intermittents pour compenser cette intermittence. En France, on conserve quand même une structure de production d'énergie qui est pilotable. Alors, il faut que nous croissions dans les capacités de production installées. Effectivement, on ne va pas construire des centrales nucléaires du jour au lendemain, donc il faut construire tout ce qu'on peut construire entre-temps. Il faut augmenter le productible nucléaire, urgemment. Je crois qu'EDF y travaille. Il faut s'interdire aucune question à ce niveau-là, y compris ce qu'on appelle en anglais, en bon franglais, le power-up. Je crois qu'il faut y aller parce que là, on a peut-être des capacités électriques rapidement disponibles. Idéal sur l'hydroélectrique, qui est en grande partie pilotable en France, avec des contraintes fortes, mais en partie pilotable, et qui là aussi doit être upgradé avec des capacités qu'on peut récupérer. Mais après, si on peut s'éviter de construire des moyens de production pilotables mais carbonés, je pense qu'on ne s'en portera pas plus mal. Sur le gaz, on a quand même des grands défis de décarbonation du gaz qui sont colossaux. On n'arrivera pas à faire la transition énergétique, enfin la décarbonation énergétique sans faire la décarbonation du gaz. Moi, je ne crois pas à un système full électrique. Je crois à un système où il subsistera de l'énergie sous forme liquide et sous forme gazeuse, parce qu'elles ont des caractéristiques que l'électricité n'a pas, d'efficacité y compris. Enfin, ça reste quand même, d'un point de vue purement factuel, plus efficace de se chauffer avec du gaz qu'avec de l'électricité. On peut faire d'autres choses avec de l'électricité plus efficacement qu'avec le gaz, mais c'est plus efficace en termes de quantité d'énergie initialement consommée pour emmener un logement à une température donnée, de le faire à partir du gaz. Mais on a un défi colossal en matière de décarbonation. Et décarboner du gaz pour produire de l'électricité à partir du gaz, ça n'a pas forcément de sens. Je fais le lien avec une autre question qu'on nous pose dans le chat, c'est vous avez dit qu'il est nécessaire d'accélérer les ENR. Peut-on accélérer le déploiement des ENR tout en réduisant leur intermittence ? En tout cas, comment comptez-vous vous y prendre ? Alors, non, oui et non. Non d'abord et oui ensuite. Non, on ne réduit pas, je ne me prononce pas sur le fond technique des choses, mais on ne réduit pas l'intermittence d'une capacité de production à partir d'une source elle-même intermittente. Ce qu'on sait faire de mieux en mieux, c'est augmenter ce qu'on appelle le facteur de charge, c'est-à-dire permettre à de l'éolien en mer, par exemple, encore plus flottant, qui est encore plus loin des côtes et avec donc plus de foisonnement et un vent plus régulier, de produire
de produire au moins un peu tout le temps et de produire la quantité qu'on attend de l'appareil 30-40% du temps, ce qui est mieux que 10% du temps ou que 0% du temps pendant la moitié de 24 heures. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose à côté, c'est de réduire l'intermittence avec l'idée d'avoir, c'est pas de réduire l'intermittence, c'est de compenser l'intermittence avec du pilotable. Et donc en France, le seul pilotable décarboné, c'est un peu l'hydraulique et beaucoup le nucléaire. Ce que je veux dire, c'est que il se trouve, et c'est ça qui est fort malheureux, mais c'est comme ça que pour produire la même quantité d'électricité à partir d'énergie intermittente qui ont un facteur de charge de 25%, eh bien, il faut 4 fois plus de puissance installée, et ça ne garantit pas le moment critique où s'il y a un problème ou s'il y a des conditions météo particulières, on n'en a pas du tout. Donc, il n'y a pas de solution alternative à court terme autre que développer le stockage qui, en termes de massivité du stockage, prendra beaucoup de temps et avoir du pilotable par ailleurs. D'où la question précédente d'ailleurs. Au fond, ce qu'il y a derrière la question précédente, et je rejoins Raphaël, qu'est-ce qu'il y a derrière la question précédente, c'est qu'est-ce que nous considérons, nous, comme Français, nous, en tant que Français, comme sécurité d'approvisionnement acceptable. Est-ce qu'on considère qu'il faut absolument tout produire en France, même en période de pointe extrême? Si c'est le cas, il faut beaucoup plus de capacités pilotables, y compris carbonées, et c'est peut-être pas forcément l'arbitrage qu'on prendra. Si on considère qu'une petite partie du temps, on peut accepter d'importer de l'énergie carbonée, ça s'entend. Mais combien de temps? Combien? C'est des vraies questions qui se regardent, et RTE doit produire ce type de réflexion d'ici l'automne pour accroître notre connaissance de ces sujets qui ne sont pas des sujets, au fond, dont on peut parler comme ça à l'aveugle. Oui, il y a deux choses. D'abord, si on ne peut pas avoir une logique de reproche aux ENR semblable à la logique qu'on rejette sur les reproches faits au nucléaire des opposants au nucléaire. On voit bien aujourd'hui on dit oui, mais le nucléaire, que le changement climatique, la disponibilité de l'eau pour le refroidissement, oui, c'est un défi auquel il faudra trouver des réponses, oui, mais c'est pas parce qu'il y a ce défi qu'il ne faut pas prendre le risque d'aller vers la construction de ces moyens de production tout en se donnant les moyens de trouver les solutions face à ces nouvelles contraintes. On pourrait appliquer la même réflexion aux ENR. Finalement, est-ce que le changement climatique ne va pas produire des effets sur la matière d'origine des ENR intermittentes qui les rendraient impertinentes? Bon, mais on ne peut pas dire on va faire le nucléaire malgré le changement climatique et dire à cause du changement climatique, on ne va pas faire les ENR. Peut-être que les vents vont changer dans les années qui viennent. Peut-être que l'éolien sera tout d'un coup ingérable de la façon dont on l'a conçu parce que les vents seront devenus, je sais pas moi, trop forts. Mais est-ce que c'est une raison? C'est une incertitude. Est-ce que c'est une raison pour ne pas faire? Je ne crois pas. Nous avons besoin, et ça je le partage, de construire tous les moyens de production que nous pourrons construire qui soient acceptables, tout en ayant bien en tête que si on ne les construit pas, il y a un autre volet social qui créera des difficultés. Après, la condition qu'il faut qu'on pose sur les énergies intermittentes, et je fais bien la différence entre les énergies renouvelables et les énergies intermittentes, c'est qui paye l'assurance? Qui paye l'assurance? Et là, on doit avoir une décision politique de dire c'est à celui qui suscite le besoin d'assurance intermittence, de payer l'intermittence. Moi, ce que je n'accepterai pas dans les années qui viennent, c'est qu'on fasse payer aux énergies pilotables le coût de l'assurance de l'intermittence. Si 1 gigawatt de capacité éolienne installée nécessite 1 gigawatt d'assurance pilotage, eh ben c'est à ce gigawatt intermittent de payer cette assurance. Donc que ce soit en coût réseau ou en coût stockage. Je crois que ça c'est une donne forte parce que ça devient insupportable d'entendre que regardez, le nucléaire, ça va coûter de plus de 100 € du mégawatt alors qu'on arrive à faire des ENR avec du solaire qui ne coûte rien. Non, ça ne coûte pas rien. Ça coûte un réseau plus intelligent, ça coûte un réseau capable de stocker, ça coûte 2 fois la capacité. Voilà, donc quand on paye un kilowatt de solaire, on paye 1 kilowatt d'assurance. Voilà, ça doit être une règle qu'on doit mettre en place. Et puis, le dernier élément, il faut qu'on arrive à réfléchir à l'échelle du réseau, qui est quand même l'élément qui sera déterminant sur la question de l'électricité, le bon endroit de la gestion des équilibres. Aujourd'hui, la structure du réseau français fait qu'on gère l'équilibre à l'échelle du réseau de transport. Mais ça va faire peser des coûts sur le réseau de transport avec l'injection des intermittences sur les réseaux de distribution
qui seront colossaux. Donc il faut qu'on arrive à réfléchir aussi à la gestion des équilibres, y compris sur des mailles locales de réseaux de distribution, parce que sinon ça coûtera trop cher. Si on n'arrive pas à mettre les réseaux de distribution à contribution de l'équilibre du système, on n'arrivera pas, à mon avis, à réussir la transition. Mais je pense que là, je m'aventure sur un terrain technique qui dépasse... On va enchaîner sur une question sur la sûreté cette fois-ci. S'agissant de sûreté, messieurs, ne pensez-vous pas qu'il serait bon d'avoir aussi une agence de sécurité d'approvisionnement ? Cela permettrait de regarder en face les risques de blackout et de constater qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de centrale à gaz. Comme n'arrête pas de lire sans cesse Catherine McGregor, directrice générale d'Engie. En attendant, les Français n'entendent pas parler. Qu'en pensez-vous ? Ce qui est sûr, c'est que le rôle qu'a pris RTE et qu'il est en train de prendre d'année en année et qui est essentiel, n'existe pas, à ma connaissance, pour l'ensemble du système énergétique. Et que c'est très problématique parce qu'en fait, on l'a vu pendant les auditions, il y a un certain nombre de dispositifs, de services de l'État qui surveillent avec beaucoup d'efficacité. Et d'ailleurs, on n'a pas manqué de gaz cet hiver, on n'a pas manqué de pétrole au sens de la pénurie. On a eu des tensions sur le marché qui ont fait que le prix a été extrêmement élevé et c'est une chose. Mais sur la capacité logistique, j'allais dire, c'est assuré. Le problème, c'est que ça ne nous donne pas ça, la vision globale de la question, et donc le fait que quand plusieurs tensions s'additionnent, typiquement un productible nucléaire historiquement faible et une guerre aux portes de l'Europe, pour ne prendre que ces deux exemples-là, eh bien ça ne dit pas comment ces facteurs entrent en compte. Et on a besoin donc d'une vision beaucoup plus systémique des choses. Mais au fond, cette vision, elle doit appartenir au ministère de l'Énergie, en charge de l'énergie, qui travaille ces sujets en long, en continu, avec la cellule de prospective, la capacité à anticiper les crises de longue date. Donc peut-être c'est une piste. Je me méfie, je vais vous dire le fond de ma pensée, je me méfie de la multiplication des agences et des organismes indépendants qui viendraient tirer une sonnette d'alarme que les gouvernements successifs n'auraient pas vu. La production de données en France, elle est libre, elle existe. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité à la mettre en musique et à avoir une politique responsable. Moi là-dedans, je suis assez radical. Position qui peut me le permettre, mais ceux qui sont défaillants, c'est l'ADEME. C'est quand même pas normal que ce soit RTE qui fabrique les scénarios énergétiques. RTE, son boulot, c'est éventuellement les scénarios électriques. Dans tous les cas, la gestion de l'équilibre sur le réseau électrique en France et la coordination avec les autres réseaux électriques à la maille européenne. C'est ça le boulot d'RTE. C'est pas de produire des scénarios de futur énergétique. Ce boulot-là, ça devrait être le ministère, dans l'idéal. On a désarmé le ministère de ses compétences techniques, c'est dramatique. Il va falloir le réarmer, mais ça devrait, dans tous les cas, si on regarde la constellation des agences autonomes, être l'ADEME qui fait ce boulot-là. Ceux qui sont défaillants, c'est l'ADEME. Si l'ADEME a été pénétré par des militants de la décroissance, c'est bien là que se trouve le problème en matière de prospection. Ensuite, sur la phase de transition, est-ce qu'il faut du gaz absolument ? Bon, on aura besoin de tous les moyens pilotables qu'on peut avoir, mais je reste convaincu que s'engager dans la construction de centrales à gaz alors que nous n'avons pas l'assurance de pouvoir décarboner le gaz en quantité suffisante dans les années qui viennent, je ne suis pas sûr que ce soit de bonne gestion et que ce soit forcément la meilleure des idées. Je pense qu'il faut accélérer toujours davantage sur le nucléaire. Je pense qu'il faut consolider nos visions prospectives. Et là, on a clairement besoin d'avoir cette vision de l'évaluation du risque de manquer d'électricité. C'est ce risque-là qu'on a oublié. Ça, c'est évident. Et c'est parce qu'on a oublié ce risque qu'on s'est permis des décisions invraisemblables. Pour autant, on ne reviendra pas sur toutes ces décisions parce que le coût pour revenir sur un certain nombre de décisions est trop lourd et n'est pas acceptable non plus. Il ne faut pas que la reprise en main de notre souveraineté énergétique, qui est nécessaire, conduise à une incompréhension d'une partie de la population qui, in fine, conduise à l'échec de cette reprise en main. Encore une fois, si on pouvait maintenir des centrales à charbon, mais en réouvrir, c'est rompre avec une grande partie de l'opinion publique dans la compréhension de ce qu'est l'enjeu de la reprise en main d'une souveraineté énergétique décarbonée. Et ça serait dramatique parce que ça nous engagerait de nouveau dans un cycle d'une dizaine d'années de décisions politiques qui sont mauvaises. Il faut faire toujours gaffe à ce point de rupture dans l'opinion publique qui risquerait de nous emmener, à l'occasion des élections suivantes,
à coup de sondage Ipsos, à des décisions telles que celles qui ont été prises par Ségolène Royal, François Hollande et toute la clique. Une question concernant le tarif réglementé, notamment du marché européen de l'énergie. Avant de s'attaquer à la réforme du marché européen de l'énergie, ne peut pas-on commencer par régler le problème franco-français en calculant le tarif régulé sur les coûts de production nationaux uniquement? Alors, la question, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, qui est un peu à tiroir, mais les tarifs, les tarifs réglementés de l'électricité, ils sont calculés selon une méthode française qui respecte la réglementation européenne, la réglementation en matière d'aide d'État, la réglementation en matière de concurrence, etc. Bon, ces tarifs réglementés, d'ailleurs, une partie des consommateurs n'y ont plus recours, puisque ils ont préféré l'offre de marché qui peut être moins chère, même si elle est moins fiable, puisqu'elle varie davantage. Mais on ne peut pas, je pense qu'il faut être lucide et être honnête, surtout, on ne peut pas dissocier la question nationale de la question de la réforme du marché européen. On est obligé de prendre d'abord la question du marché européen, de voir quelles seraient les conséquences pour la France d'avoir des contrats pour différence qui s'appliqueraient également au nucléaire, ou bien d'avoir des contrats de long terme qui s'appliqueraient pour une grande partie de la production, ou bien un prix. Bref, toutes les options qui sont aujourd'hui en discussion. Cette question-là, elle est essentielle puisque c'est elle qui lie le marché de gros au marché de détail. Et les tarifs réglementés, ils viennent s'inscrire dans cette logique. Maintenant, on a eu la chance d'avoir la proposition de la NUPES de rétablissement de tarifs réglementés pour tous, contraire au droit européen, que certains sont empressés de voter. Ça aurait conduit à deux choses. Premièrement, il aurait fallu 1 an pour y arriver, c'est-à-dire à peu près le moment où le nouveau marché européen va entrer en vigueur. Et donc, il aurait fallu immédiatement les remettre en cause. Et deuxièmement, c'était à la fois probablement un peu inconstitutionnel et on est non conforme au droit européen. Donc, ça aurait sauté. Ce que je veux dire, c'est que ces systèmes, ils sont extrêmement complexes, ils ont un historique, et donc on ne peut pas les manipuler à notre guise, même si ça nous ferait très plaisir de pouvoir être les responsables publics qui annoncent que demain, l'électricité est devenue peu chère. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus. J'ajoute un point sur ce sujet-là. Quand on discute avec les entreprises, les petites évidemment, ou les PME plutôt que les grosses, mais même les grosses, le premier principe n'est plus, c'est la crise qui a aidé à cette perception, n'est plus de disposer de l'électricité la moins chère possible tout de suite. La question, c'est de disposer de l'énergie fiable et décarbonée à un prix fiable, à un prix robuste qui ne va pas beaucoup bouger. Et donc, il y a une appétence pour le long terme. Et il faut qu'on lie cette appétence pour le long terme à une capacité à contractualiser avec un prix qui reflète des coûts de production. C'est comme ça qu'on redescendra à quelque chose d'acceptable. Donc, ça veut dire que dans les prochaines années, il faut que collectivement, on soit prêt à payer notre énergie plus cher, mais en se disant que cette énergie, elle sera disponible, elle sera pilotable, elle sera fiable. Moi, je posais la question dans un autre sens. C'est-à-dire, quelles sont les conditions de la construction d'un coût et donc d'un prix ? Et je crois que c'est là qu'on s'est planté depuis un certain temps en France, notamment avec les tarifs réglementés. C'est qu'il y a une condition ou une contrainte qu'on n'a pas mise dans la construction du coût et donc du prix, c'est celle du maintien et du développement de l'outil industriel de production d'énergie. Si on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui en France, c'est parce que depuis des décennies, on n'a pas provisionné le coût du renouvellement de l'outil industriel de production d'énergie. Une partie de l'indisponibilité du parc est liée à ça, une partie de l'absence de nouveaux chantiers est liée à ça, et moi, je suis effaré quand j'entends dans le débat l'idée que, attention, le coût de l'Arenh, ce qui substituerait à l'Arenh, etc., on est tous d'accord pour dire que l'Arenh, comme ça existe aujourd'hui, c'est pas bon, il faut le changer. Ok. Mais surtout, d'un point de vue de l'Europe, il ne faudrait pas que ça comprenne le coût de construction du nouveau nucléaire. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Dans n'importe quelle entreprise, les règles de la comptabilité imposent une comptabilité d'amortissement. Qu'est-ce que c'est que la comptabilité d'amortissement, si ce n'est de prévoir le coût de construction du moyen de production qui viendra remplacer le moyen de production obsolète ? Et si on considère que le nucléaire est une industrie qui a une durée de vie déterminée, à débattre. Je pense que ça ne peut pas être 40 ans en tant que député de Fessenheim. Je pense que même que ça peut être plus que 60 ans. Mais je considère que c'est une industrie qui a une durée de vie. Et qu'à arriver à un certain moment, il y a des contraintes qui feront que nous arrêterons les réacteurs.
à ce moment-là, les règles d'amortissement, elles doivent prévoir la construction d'un nouveau réacteur pour se substituer. C'est de la comptabilité, c'est aux règles de comptabilité que la France impose à ses entreprises. Pourquoi est-ce que l'Europe nous empêcherait d'imposer ces règles dans la construction des coûts et donc des prix du nucléaire français? Donc il faut que les prix de vente de l'énergie nucléaire, stabilisés, tenus, les plus concurrentiels possibles, incluent néanmoins les projections de construction de nouvelles capacités de production d'électricité décarbonée. Prendre une dernière question au sujet de l'alliance nucléaire au plan européen. Le cabinet du ministère de l'Énergie n'hésite pas à parler d'un accord historique. Il faut dire que les enjeux sont particulièrement importants puisque cela influe particulièrement sur la capacité de la France à produire de l'hydrogène propre à partir de son électricité actuelle ou sa capacité à décarboner. Comment les parlementaires élus au niveau de l'Union européenne portent-ils cette politique? On a l'impression d'avoir des électrons libres sous domination allemande. Bon, moi, le côté historique, vous savez, pour observer le pouvoir actuel depuis maintenant 6 ans, j'ai tendance à penser que c'est un terme qui est devenu un peu un terme galvaudé. À force de l'employer tout le temps, il ne veut plus rien dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est important que ce sujet de la coordination à l'échelle européenne, des intérêts des États qui s'intéressent au nucléaire soit fait. C'est important. Je ne pense pas qu'il y ait... En fait, c'est une question, je crois que c'est une question pour Antoine. Parce que le sujet, effectivement, c'est que parmi les groupes qui se sont récemment créés ou constitués ou étoffés au sein du Parlement européen, tout n'est pas clair dans la vision qu'on a, mais tout bouge et c'est pas... je taquine un peu. C'est pas que pour le groupe dans lequel siège Renew au niveau européen qui a un sujet, mais dans le groupe PPE, je pense que les choses se sont stabilisées et l'éloignement de la CDU du pouvoir en Allemagne l'amène aujourd'hui à un vrai re-questionnement sur les stratégies énergétiques, à prendre beaucoup de distance sur certains plans du bilan d'Angela Merkel, et notamment sur la question de l'énergie. Et aujourd'hui, la CDU est en train en Allemagne de devenir favorable au nucléaire et du coup stabilise la position du PPE. PPE aujourd'hui, l'exception des Autrichiens qui vont devenir isolés, sera favorable de ce point de vue-là. Donc je pense que les lignes sont en train de se stabiliser, paradoxalement. Après, il y a un certain nombre de contradictions internes à la construction de Renaissance, mais qui finiront par se sonder. Enfin, je reste optimiste. Non, moi je porte pas de jugement évidemment sur mes collègues du Parlement européen. Par ailleurs, il faut quand même bien avoir en tête le fonctionnement du trilogue institutionnel européen, et à la fin, si la position française est celle de dire nos prix, nos coûts, c'est évidemment ça qui prévaudra et c'est ça qu'on doit pousser. Je ne sais pas quelle était la référence précise qui était faite dans la question. Je pense qu'effectivement, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, parce que c'est finalement tout ça est très politique, on a l'impression que le terme même de mix énergétique a une valeur positive, c'est-à-dire que comme si la diversité était en soi une vertu. Enfin, si on avait une source d'énergie qui réglait tous les problèmes, on l'appliquerait. C'est pas parce qu'on préfère le nucléaire, l'éolien ou le photovoltaïque à telle ou telle autre énergie qu'on le ferait. Et donc, il faut sortir de cette idée-là un peu... c'est normal, l'Europe cherche le consensus. Mais en fait, il faut sortir des idées consensuelles pour arriver à des idées justes de politique industrielle. Et c'est ça qui prévaudra. Et je ne doute pas que les parlementaires européens français suivront cette ligne-là. Eh bien, merci, c'était le mot de la fin. Messieurs les députés, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. C'était le dernier webinaire de cette saison. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.